toute petite pause de la COVID-19 pour parler d'un autre sujet important, d'une autre nouvelle importante aujourd'hui. Ce sont les opposants à la loi sur la laïcité de l'État qui ont encaissé un échec important ce matin. La Cour suprême du Canada a refusé d'entendre leurs arguments pour suspendre temporairement la loi 21. Il n'y avait pas de preuve de dommages sérieux ou irréparables pour suspendre immédiatement la loi, selon le juge. On en parle tout de suite avec Frédéric Bérard. Il est docteur en droit et politologue, aussi chroniqueur, essayiste et conférencier. Il enseigne également le droit public. Il est avec nous au bout du fil. Monsieur Bérard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Bérard. D'abord, la première question qui s'impose, est-ce que vous êtes surpris de cette décision? Non, pas nécessairement. En fait, même, je vous dirais que c'est plutôt en fait, il faut faire attention. Hein. C'est simplement que la Cour a refusé d'entendre l'appel en question. Donc, on est encore loin d'une décision. L'autre chose qui n'est pas nécessairement surprenante, c'est qu'il faut jamais oublier que les lois sont présumées constitutionnelles, ce qui veut dire que les demandes de suspension, comme à cette étape-ci, sont exceptionnelles en soi. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé d'ailleurs avec la loi 62. On se rappelle la loi qu'avait fait adopter à l'Assemblée nationale le gouvernement de Philippe Couillard sur la possibilité de se masquer ou non dans un lieu public, là, par exemple dans les autobus et tout. Mais ça reste que c'est clairement exceptionnel et donc, de façon générale, on peut s'attendre à ce que la norme soit à l'inverse, c'est-à-dire que la loi va continuer d'exister, va s'appliquer tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un procès, une audition sur le fond. Et dans ce cas-ci, dans le cas de la loi 21, cette audition-là aura lieu, si tout va bien, en novembre prochain. Donc, ça change rien, en fait, sur le fond de l'affaire. Donc, c'est pas la fin du combat pour ces gens-là, c'est ce qu'on comprend aujourd'hui. Ah, ben non. Et là, c'est présenté par les médias comme étant un échec cuisant, un ci, un ça. Mais je vous dirais que la Cour suprême du Canada refuse beaucoup plus de demandes d'en appeler que l'inverse. Pourquoi? Ben, premièrement, parce qu'elle a d'autres choses à faire. Et deuxièmement, dans ce cas-ci, la Cour d'appel du Québec, à 2 juges contre 3, avait expliqué assez clairement pourquoi, à son avis, on ne devrait pas suspendre la loi. Ceci dit, il y avait une dissidence qui est importante de la juge en chef, Esther Duval, celle qui avait fait beaucoup jaser, on se rappelle, avec ses commentaires sur la loi 21 qui avait été considérée comme étant une question de parti pris. Mais au-delà de cette dissidence-là, je dirais que les 2 autres juges avaient rendu des décisions sur le fond, en fait, sur le fond de la forme, si je peux dire, dans ce cas-ci, qui se défendait plutôt bien. Donc, pas surpris du tout là, que la Cour suprême refuse une audition à cet effet-là. Monsieur Bérard, je reformule dans la mesure où vous le dites, il y aura audition un peu plus tard l'automne prochain, mais quand même, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de preuves, et je cite, donc de dommages sérieux ou irréparables. Est-ce que quand même, c'est pas de mauvais augure pour ce qui s'en vient pour les opposants? Non, parce qu'à cette étape-ci, à l'étape de la forme en question, il ne faut pas oublier que ceux qui invoquent donc ce préjudice-là doivent en faire la preuve. Et donc, dans ce cas-ci, on n'est pas allé très, très loin. C'est pas comment j'expliquerais ça, au moment où on se parle, les juges ne creusent pas cette question-là très fortement. Au contraire, ils font juste regarder, voir qu'est-ce qui se passe de manière, que je dirais, en surface, là, en quelque sorte. Et c'est vraiment lors de l'audition du fond que là, la véritable preuve là, sera analysée là, avec des témoignages, avec des affidavits, avec des expertises et ainsi de suite, ce qui n'est pas le cas à cette étape. Est-ce que ça veut dire que les opposants sont peut-être allés un peu trop vite dans leur démarche, M. Bérard, et surtout, est-ce que c'était nécessaire d'y aller à ce moment-ci? Ben, vous savez, nécessaire, moi, à toutes les fois qu'il est question de droits fondamentaux, de liberté publique, moi, je considère que de demander l'avis des tribunaux n'est pas superflu, n'est jamais superflu. Ben, jamais, en fait. Je peux jamais dire jamais, mais n'est pas superflu dans l'optique où on parle quand même de droits qui sont reconnus en droit international par les conventions, par les traités auxquels le Canada a adhéré. Souvent, ces droits-là sont reconnus aussi à l'Assemblée nationale du Québec. On parle de la Charte québécoise, on parle de la Charte canadienne. Donc, quand vous me parlez de nécessité, moi, je vous dirais, à l'inverse, est-ce que c'est ridicule? Est-ce que c'est superflu? Est-ce que c'est un luxe ou un caprice d'aller demander aux tribunaux d'intervenir d'entrée de jeu lorsqu'on considère qu'il y a une violation des droits fondamentaux? Moi, je pense pas. Maintenant, la Cour a décidé que non, à cette étape-ci. Temporairement, oui.
Mhm. Exact. Qui n'attache d'aucune manière les mains du juge qui entendra le fond de l'affaire. Le fardeau était excessivement difficile à rencontrer pour les opposants, là, encore une fois, à cette étape-ci. Et on sait qu'à votre question, voilà de votre question, qui sont allés un peu vite. Moi, je vous dirais que ça, par contre, je vais être obligé de vous répondre oui, parce qu'en cour supérieure, on se souvient peut-être que la plaignante comme telle n'avait pas terminé encore son baccalauréat en études supérieures. On n'était pas en enseignement, on n'était pas prête à enseigner demain matin. Sur le marché du travail, c'est ça. Oui, exactement. Et ça avait fait en sorte que la Cour supérieure avait dit, vous ne subissez pas un réel préjudice, madame, parce que vous n'êtes pas sur le point d'être embauchée. Quand ce sera le cas, on se rejasera, mais probablement que dans l'intervalle, il y aura des réponses sur le fond de l'affaire qui seront rendues de toute façon par les tribunaux. Monsieur Bérard, on est plusieurs, et moi le premier, donc, à regarder cette affaire-là qui se promène de tribunal en tribunal. Il y a plusieurs experts qui se sont prononcés sur la question de la loi 21 et plusieurs personnes qui pourfendaient la loi 21 parlaient donc de l'utilisation de la disposition de dérogation. Est-ce qu'on comprend finalement, avec la décision d'aujourd'hui de la Cour suprême, que c'est peut-être pas un argument si fort que ça dans tout ça? Premièrement, je vous félicite pour l'emploi de la disposition dérogation. Bravo, parce que plusieurs médias et juristes font encore l'erreur d'appeler ça la clause nonobstant. Je vous dirais qu'on est pas mal surveillé à Radio-Canada, M. Bérard, je vous le confirme. Tant mieux, j'aime ça, c'est un plaisir de vous parler encore davantage alors. Et pour le volet plus sérieux de votre question, je vous dirais non, absolument, ça ne change rien, la question de la disposition dérogatoire, parce qu'à cette étape-ci, justement, les tribunaux n'ont pas eu à évaluer la portée de celle-ci. Ça ne faisait même pas partie, en fait, de l'équation, de l'argument. Et à l'inverse, il ne faut pas oublier que la disposition dérogatoire, ce qu'elle a pour effet, c'est de suspendre l'application de certaines libertés civiles, par exemple la liberté de religion, par exemple le droit à l'égalité. Or, lorsqu'on ira au fond de l'affaire, on ne pourra pas parler de cette façon-là. On ne pourra pas parler de la liberté de religion et du droit à l'égalité comme ça aurait pu être le cas s'il n'y avait pas eu, justement, de dispositions dérogatoires. Donc, c'est beaucoup plus à ce niveau-là que la Cour aura à rendre une décision, parce qu'il y a des arguments qui sont soulevés aussi où on demande à la Cour de réévaluer la portée de la disposition dérogatoire. Mais ça, je vous dirais que c'est au fond de l'affaire. Et là, on est rendu, je dirais, dans les méandres du droit constitutionnel pur. Monsieur Bérard, également, on sait donc que la Cour suprême n'a pas précisé les motifs de sa décision. C'est fidèle à son habitude à ce stade-ci. Est-ce que ça aussi, ça rend l'analyse de la décision encore plus difficile? Oui, en quelque sorte, mais c'est sa pratique, comme vous venez de le dire. La Cour ne veut pas avoir à justifier chacun des rejets, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est beaucoup plus la norme que l'exception, entendre des demandes d'appel comme celle-ci. Donc, effectivement, ça laisse un peu tout le monde, en termes de juristes, là, dans le néant, si on peut dire, mais en même temps, c'est pas une mauvaise affaire, parce que, comme je l'expliquais, cette décision-là ne lie pas le juge, les juges éventuellement, qui entendront l'affaire au fond. Donc, en d'autres termes, là, vous l'avez compris, on partira un peu à zéro à ce moment-là, puis il y a pas on n'aura pas d'idée à savoir qu'est-ce que la Cour pense très clairement, même si elle avait rendu sa décision avec des motifs détaillés, cela dit. Encore une fois, et je me répète, ça aurait été au niveau de la forme strictement et non pas au niveau du fond, bien que parfois on puisse essayer d'insérer certains indices là, à gauche ou à droite. Alors, M. Bérard, si je comprends bien, on va se dire à l'automne prochain pour reprendre toute cette discussion lorsque la chose va se retrouver officiellement en audition devant la Cour suprême. J'avais apparemment mon numéro de téléphone. M. Bérard, en effet, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été là. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir, une bonne journée. Frédéric Bérard, il est docteur en droit et politologue, chroniqueur, essayiste et conférencier. Il enseigne aussi le droit public. 15h40.